Ici, dans la bulle européenne, je m'appelle Lucille Bréau et je suis responsable éditoriale de notre bureau ici à Bruxelles, dans la capitale de l'Union. Et je vous accueille pour ce live spécial consacré aux auditions des commissaires européens, un live avec notre rédaction. Notre rédaction, vous le savez, c'est la plus importante rédaction francophone de Bruxelles. Ici, 17 journalistes travaillent tous les jours d'arrache-pied pour vous proposer le meilleur décryptage des politiques publiques européennes. Notre regard, notre obsession, comme toujours, vous proposer au quotidien l'information la plus utile possible. Alors, ce format, c'est d'abord le vôtre, comme à chaque fois. Au programme, 45 minutes d'échange pour débriefer cette séquence ensemble, ces auditions avec nos journalistes. Des auditions qui se sont étalées du 4 au 12 novembre. 45 minutes pour tenter de répondre à plusieurs questions. Comment se sont-elles déroulées? Les commissaires ont-ils levé tous les doutes? Quels sont les points chauds? Et il y en a beaucoup qu'il convient de souligner. Où en sommes-nous aujourd'hui dans ce très long processus qui précède la validation finale du collège des commissaires par le Parlement européen? Ces questions, mais aussi, bien sûr, comme toujours, les vôtres en direct. Alors allez-y, surtout n'hésitez pas, j'attends vos questions dès à présent dans le chat. Avec nous pour plonger donc dans ce nouveau collège, deux de nos journalistes, ils ont tous les deux couvert cette séquence avec beaucoup d'intensité pour leurs éditions respectives. Sophie Dupuis d'abord, bonjour Sophie. Bonjour Lucille, bonjour à tous. Tu es journaliste pour notre édition Pouvoir à Bruxelles. C'est celle qui traite de l'évolution des rapports de force politiques en Europe, de la vie des institutions, de l'influence de la France à Bruxelles. Alors de quoi vas-tu nous parler, Sophie, aujourd'hui? Alors, je vais essayer de vous raconter ce qu'il faut retenir politiquement de ces auditions. Pourquoi tout s'est finalement joué tout à la fin au sort de deux commissaires désignés, deux vice-présidents exécutifs qui ont été auditionnés mardi, l'italien Raffaele Fitto et l'espagnol Teresa Ribera. Je reviendrai aussi sur l'audition du français Stéphane Séjourné, qui a hérité du portefeuille de la prospérité et de la stratégie industrielle. Qu'est-ce qu'il faut retenir de son grand oral et qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont il compte prendre en main ce portefeuille dans les mois à venir? Merci beaucoup, Sophie. On te retrouve tout de suite. Et avec nous également ce matin, Arthur Bamas. Bonjour, Arthur. Bonjour Lucille, bonjour tout le monde. Arthur, tu es journaliste pour notre édition Agro à Bruxelles, celle qui traite de tout ce qui a trait aux questions agricoles, de la future révision de la politique agricole commune, entre autres, mais aussi de ces fameux accords commerciaux dont on entend beaucoup parler ces derniers jours, comme le Mercosur. De quoi vas-tu nous parler, toi, aujourd'hui, Arthur? Alors aujourd'hui, je vais d'abord faire un retour sur l'audition du commissaire désigné à l'agriculture, le luxembourgeois Christophe Hansen, qui a passé le cap de l'audition assez facilement. Mais après, je suis aussi aujourd'hui ambassadeur de notre pôle planète. Donc on pourra parler des auditions des autres commissaires qui sont concernés par l'environnement, que ce soit Jessica Roswald, Teresa Ribera. Et plus largement, en fait, l'objectif pour moi, c'est aussi de revenir un petit peu sur toutes les zones d'ombre que ces auditions n'ont pas permis de lever sur les questions agricoles, alors que justement les manifestations d'agriculteurs repartent en France dès la semaine prochaine. Merci beaucoup Arthur. On te retrouve, tout de suite également. Tous ces sujets, toutes ces questions assaisonnées comme à chaque fois d'un question-réponse qui se veut très interactif sur les sujets qui viennent d'être abordés. Alors je le redis évidemment, on attend vos questions en direct dans le chat. Et voilà, c'est parti pour 45 minutes qui vous sont dédiées. On commence ce live par un gros point sur le calendrier de la séquence qui est en train de se clore, enfin peut-être dans les prochains jours. On vient donc de vivre ensemble 26 auditions intenses, assez disparates sur le fond comme sur la forme. Le climax de cette séquence, c'est assurément la journée de mardi dernier. Pourquoi? Parce que les 6 vice-présidents exécutifs désignés se sont succédés face aux commissions parlementaires compétentes pour les entendre. Une journée longue, une journée tumultueuse. C'est l'Italien Raffaele Fitto qui a à la cohésion qui a ouvert le bal des VPE, comme on les appelle. On s'attendait à ce que cette journée soit longue. Dès son audition, on a appris que les coordinateurs avaient décidé de renvoyer leurs évaluations à une prise de position qui sera finalement beaucoup plus politique. Sophie va nous le détailler, celle des groupes politiques du Parlement européen. On a vu s'esquisser le début d'un deal, le sort des 6 VPE étant finalement lié. En gros, tout ce petit monde se tient, en résumé, par la barbichette encore aujourd'hui autour d'une rengaine, une sorte d'équilibre de la terreur, l'équation, soit vous validez ce commissaire venu des rangs de la droite dure, les conservateurs et réformistes européens de CR, soit le sort de Teresa Ribera, entre autres la figure de proue, comme vous le savez, des socialistes, est mis dans la balance.
Tout devait finalement se dénouer hier, enfin plutôt ne s'est pas dénoué puisqu'il y a toujours évidemment du suspense, on va en parler avec Sophie. Si vous avez envie de redécouvrir, découvrir peut-être ce nouveau collège, n'hésitez pas évidemment à regarder de nouveau notre trombinoscope enrichi de la deuxième commission Van der Leyen. Le lien dans le chat grâce à Samuel qui nous assiste dans ce live. Merci à lui et Sam qui nous flèche également vos questions en direct. Voilà pour le décor, il est planté. Alors on plonge sans attendre dans l'analyse avec les journalistes de Contexte à Bruxelles et vos questions évidemment toujours bienvenues. Elles commencent à arriver dans le chat. Sophie, je me tourne vers toi pour commencer. 2 constats avant de prendre vos questions. Le premier, on vient de le dire, Sophie, rien n'est acté. Le sort des 6 vice-présidents exécutifs est encore dans la balance et avec eux, tout le collège finalement. Hier, les groupes politiques n'ont absolument pas réussi à se mettre d'accord pour valider ce fameux paquet. Et tu as suivi cette journée, évidemment, pour Contexte. Oui, c'était encore une journée assez épique, alors qu'on s'attendait à une conclusion, pourquoi pas, dès le mardi soir, après cette série d'auditions des vice-présidents exécutifs. Finalement, là, on est au surlendemain de cette journée du mardi. On n'a toujours pas d'accord et même la situation paraît voilà, plus que bloquée. Pourtant, les choses avaient plutôt bien commencé. Tu l'as dit, Lucille, depuis lundi 4 novembre, on a eu une première semaine d'audition de commissaires désignés qui s'est passée de manière assez consensuelle, assez bienveillante, avec quasiment tous les candidats qui ont été validés, sauf le Hongrois, Oliver Várhelyi. Un cas très particulier, on le sait, car il est proche d'Orban. Sinon, pour tous les autres commissaires désignés, on a eu des validations assez faciles, même si les prestations n'ont pas toujours été voilà, à la hauteur. On peut penser au cas de la commissaire désignée à l'environnement, Jessica Roswell, qui est passée à la faveur d'un accord. Voilà, le PPE, la commissaire PPE à l'environnement est validée. Et en échange, on valide une commissaire désignée Renew. Cette logique-là devait se poursuivre pour les vice-présidents exécutifs. La veille de cette grosse journée du mardi, les 3 groupes politiques du centre, le PPE, Renew, SND, les sociodémocrates, ont conclu un accord de traiter ces 6 vice-présidents exécutifs par paquet, en liant aussi leur sort à Oliver Várhelyi. Et donc, tout ça devait permettre de protéger tout le monde, en particulier Teresa Ribera, particulièrement fragilisée par la situation politique très tendue en Espagne, mais aussi Raffaele Fitto, le candidat de Giorgia Meloni. Sauf que pendant cette journée du mardi, le PPE a décidé de ne pas y aller de main morte avec Teresa Ribera. On a vraiment assisté à une audition particulièrement agressive à l'encontre de la candidate espagnole, ce qui a vraiment contrarié, plus que contrarié les sociodémocrates qui depuis affichent une position de plus en plus ferme et qui ont réaffirmé leur ligne rouge par rapport à Raffaele Fitto. Pas question d'avoir un commissaire désigné issu de la droite dure qui est le rang de vice-président exécutif et pas question de confirmer Oliver Várhelyi dans son portefeuille à la santé. Donc, tout ça, toutes ces tensions sont montées encore d'un cran hier. Ursula von der Leyen a tenté même d'intervenir, ce qui peut paraître paradoxal, alors que normalement on est dans un exercice de contrôle du Parlement sur l'exécutif. Mais l'intervention de von der Leyen n'a pas suffi. Le SND se sent toujours trahi par le PPE et le PPE est furieux contre le SND qui refuse de lâcher sur ses lignes rouges. Merci Sophie. Alors, tu l'as évoqué très brièvement. Il y a une question qu'on se pose tous depuis hier finalement, c'est est-ce que ces auditions, elles sont encore vraiment du sens? Est-ce qu'elles servent vraiment à quelque chose quand on voit effectivement que la décision, sera, plus politique que jamais de valider ce nouveau collège? Oui, c'est un élu socialiste qui me disait hier, au final, on est plus dans un jeu d'équilibre politique plutôt que dans un véritable examen des compétences. On a pu voir, par exemple, je citais le cas de la commissaire désignée à l'environnement qui n'a pas fait une bonne performance, même le PPE le dit, mais elle est validée parce qu'on met dans la balance la validation d'une autre commissaire Renew. Là, on a eu ce même jeu sur
le paquet, même jeu de marchandage, même on peut dire, sur le paquet des vice-présidents exécutifs. Cette logique-là, elle est due, je pense, à la difficulté qui est liée à ce nouveau rapport de force assez incertain au Parlement européen. C'est difficile, c'est complexe de réunir une majorité des 2/3, cette majorité qui est nécessaire pour valider les commissaires désignés, vu l'éclatement des forces en présence au Parlement européen. Donc voilà, tout le monde pendant la première semaine d'audition, tout le monde a été plutôt attentiste. Le PPE, le SND, Renew ont été assez bienveillants avec leurs commissaires mutuels. Même ECR, les ultra-conservateurs d'ECR ont validé quasiment tout le monde. Voilà, là, on voit que ça ne tient plus, mais qu'on est vraiment dans ce jeu politique, ce qui crée de la frustration dans certains rangs. On se demande voilà, si le Parlement n'est pas en train de perdre la main dans cet exercice. Alors, est-ce qu'on a une idée, Sophie, à date, aujourd'hui, à l'heure où on parle, à 11 heures et quelques minutes, de comment ça va se passer dans les jours à venir? On peut peut-être rappeler qu'il y a un enjeu, calendaire assez notable. Normalement, le collège était censé, dans le meilleur des cas, être validé en plénière au Parlement européen à Strasbourg, dans la semaine le 27 novembre, si je ne m'abuse, aux alentours de midi. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Est-ce que cette situation, elle peut encore durer, s'éterniser jusqu'à la semaine prochaine? Toi qui as vécu vraiment cette journée, au plus près du terrain hier. Et ce qui paraît le plus probable, mais bon, on n'est jamais à l'abri de surprises. Je pense qu'on se dirige plutôt vers une validation la semaine prochaine. Là, les négociations ont continué hier soir, après cette escalade de tension entre le PPE et le SND. C'est toujours bloqué aujourd'hui. On a des médiations, après la médiation de la présidente de la Commission, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s'en mêle aussi. Donc tout ça va continuer. Le PPE demande toujours une audition de Teresa Ribera devant le Parlement espagnol à Madrid pour qu'elle se justifie et qu'elle prouve qu'elle n'a pas de responsabilité ou de culpabilité dans la mauvaise gestion de la catastrophe liée aux inondations à Valence. Une fois cet exercice fait, le PPE envoie des signaux comme quoi il pourrait valider ce fameux paquet des 6 vice-présidents exécutifs. Maintenant, le SND est quand même assez remonté et se sent vraiment trahi, emploie des mots assez durs contre le PPE et aussi Manfred Weber, son président. Donc, on sent que le SND attend des signes supplémentaires. Donc, on va voir comment tout ça peut se débloquer. Je pense que ce ne sera pas avant la semaine prochaine. Pour l'instant, on est toujours dans les délais pour une validation en plénière fin novembre, mais rien n'est sûr. Merci, Sophie. Ça me permet de faire la transition avec cette question de Nicolas sur le chat. Merci beaucoup pour vos questions qui continuent d'arriver. Alors, Nicolas nous demande, en dehors du contexte espagnol d'opposition violente, comme tu l'as décrit, Sophie, entre le parti de droite et le parti socialiste, est-ce que le groupe SND n'a pas été un peu naïf vis-à-vis du PPE, qui depuis plusieurs mois maintenant fait une danse du ventre avec ECR, le duo entre Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni en étant la marque la plus visible? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu de naïveté de la part des leaders sociaux-démocrates au Parlement européen? Oui, Peut-être rappeler à quoi ressemble aujourd'hui cette coalition qui a porté Ursula von der Leyen de nouveau à la tête de la Commission. Oui, donc on a une coalition en tout cas qui a permis la validation d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission pour 50+ en juillet. Donc elle a été validée avec les voix du PPE, de la droite, des sociodémocrates, de Renew, mais également des Verts. Du côté des sociodémocrates, de Renew et des Verts, on a vu cette coalition comme une coalition formelle qui avait vocation à durer, comme un engagement à travailler à 3 ou à 4, selon qu'on inclut ou non les Verts dans cette majorité, pour le reste du mandat, d'être dans cette configuration constructive,
Sauf que maintenant, le PPE a un rôle beaucoup plus central. Mmh. C'est le groupe faiseur de roi. Pendant le dernier mandat, c'était plutôt Renew, mais maintenant, comme on a un glissement à droite du Parlement européen, le PPE peut se permettre de construire une majorité soit à sa gauche, mais soit à sa droite, avec les groupes de droite dure ou d'extrême droite. À plusieurs reprises, il a profité de cette possibilité, jusque-là sur du non législatif, sur des résolutions. Et effectivement, on a pointé, on a une certaine passivité, en tout cas du SND, en particulier de sa présidente Irache Garcia, espagnole, qui jusque-là a été assez conciliante. Peut-être justement pour protéger la candidate vice-présidente exécutive Teresa Ribera, même au moment de la nomination du nouveau collège des commissaires, elle était plutôt conciliante, plutôt bienveillante, même si on avait un vice-président exécutif issu de la droite dure. La délégation française du SND était assez remontée et on voit que petit à petit, le SND s'est réveillé et s'est rendu compte que peut-être le PPE était en train de jouer un double jeu et que voilà, le réveil s'est effectué avec ces votes de la droite, avec l'extrême droite, mais l'électrochoc ultime, ça a été l'audition de Teresa Ribera. Et ça rejoint la remarque de Paul-Henri également sur le chat qui se demande est-ce que ces auditions ne mettent pas justement en lumière la fragilité de cette coalition PPE-SND-Renew. C'est ce que tu viens de nous expliquer là, qu'effectivement, il y a une forme de choix qui va s'opérer peut-être à la lumière de ce nouveau collège. Et est-ce que le SND se rend compte que s'il ne fixe pas de ligne rouge maintenant, il aura du mal à résister dans le futur. C'est ce qu'on a vu hier se dessiner, en fait, Oui. 2 blocs avec des lignes rouges qui sont assez nettes, finalement. Tu as écrit ce papier ce matin qui raconte ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Est-ce que tu peux nous rappeler, peut-être très succinctement, les lignes rouges des 2 camps, du PPE et du SND? Et peut-être revenir sur le rôle que joue Renew dans cette affaire, qu'on a peut-être senti moins vocal hier? Oui, disons que le SND avait des lignes rouges dès le début, mais jusque-là, il les avait pas défendues très fermement. Ces lignes rouges, elles ont été réaffirmées hier à l'issue d'une réunion de groupe des sociodémocrates. Donc, c'est clairement on ne veut pas de Raffaele Fitto, du Vice-président. candidat de Giorgia Meloni en tant que vice-président exécutif. On veut qu'il soit rétrogradé au rang de simple commissaire. Et on ne veut pas d'un commissaire hongrois proche d'Orban qui soit chargé de la politique sanitaire de l'Union européenne. On veut détricoter son portefeuille pour, voilà, on le verra un peu plus tard avec Arthur, pour vraiment limiter son influence dans le futur collège. Et maintenant, on veut aussi une nouvelle ligne rouge, on veut que le PPE clarifie sa ligne et clarifie sa position dans cette nouvelle configuration politique. Est-ce qu'il compte travailler avec le SND et Renew ou est-ce qu'il préfère choisir une majorité à sa droite? Du côté du PPE, les lignes rouges sont autres. On veut une validation telle quelle de ce paquet des vice-présidents exécutifs sans toucher à Fitto. On veut que les sociodémocrates et Renew valident également Fitto pour ne pas être isolés dans cette validation-là. Et Renew, quel rôle a joué Renew hier? On sent que Renew est sur une position plutôt proche du SND. Renew espère que le PPE clarifie justement sa position. Valérie Hayé a demandé hier de formaliser cette coalition de juillet, mais voilà, en étant moins virulente que le SND qui est vraiment très, très remonté contre le PPE. Alors, on l'a évoqué, brièvement, mais l'audition, finalement la plus mouvementée de cette séquence, clairement, ça a été une des dernières, celle de l'Espagnole, Teresa Ribera, une audition qui a lieu, on le rappelle pour un petit peu de contexte, donc mardi soir, de 18h30 à 21h30, donc dans le tout dernier, duo de vice-présidents exécutifs qui était auditionné. C'était une audition qui était, finalement assez violente sur la forme
Est-ce qu'on y a beaucoup parlé des questions européennes liées à son portefeuille? Pas tant que ça finalement, Sophie. On s'est beaucoup concentré sur Valence, finalement. Oui, j'ai l'impression que cette audition a été voilà, un peu prise en otage, on va dire, par les questions nationales espagnoles. C'est quelque Mmh. chose qui a été regretté non seulement dans les rangs sociodémocrates, mais aussi au sein même du PPE, qui s'est peut-être un peu laissé déborder par la politique espagnole. Sur cette audition, je vous invite à lire le papier Absolument. qui a été rédigé par les collègues des éditions du pôle Planète. Mmh. Mais on sent qu'effectivement, on a peu parlé de fond, mais beaucoup de politique espagnole. Ce qui a étonné à la sortie de cette audition, c'est que ces attaques du PPE contre Teresa Ribera sur la politique espagnole, sur la gestion de la catastrophe de Valence, elles n'ont pas été menées uniquement par des eurodéputés PPE espagnols, mais aussi par des conservateurs Absolument. allemands. Aussi, on a entendu François-Xavier Bellamy, enfin, voilà, en des termes Virulent. Mmh. assez directs. Donc voilà, c'était pas simplement les Espagnols, aussi les Allemands, aussi les Français. Donc on se dit, Mmh. bon, bah, c'était peut-être une stratégie aussi de Manfred Weber, du président du PPE. Mmh. Voilà, ça a dépassé le cas espagnol et on en a fait une cible politique plus générale pour les conservateurs. Et on aura l'occasion de revenir, chez Contexte dans nos briefings aussi sur, peut-être les dissensions qu'on peut observer au sein même du PPE. Il y a une bataille aussi dans les rangs de cette droite européenne pour savoir quelle ligne adopter, quel chemin il faut prendre. Alors Sophie, toi, tu as également assisté à l'audition de notre nouveau, commissaire français, Stéphane Séjourné, qui a aussi le titre, de vice-président, exécutif. Il a aussi eu le droit à ces 3 heures évidemment d'audition. C'était mardi en début d'après-midi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de sa performance sur le fond et sur la forme? Il avait pas tâche facile parce qu'il succède quand même à un Thierry Breton qui avait l'habitude des coups d'éclat. C'est pas forcément le profil de Stéphane Séjourné, même si, c'est un grand connaisseur de cette maison. Ouais, oui, c'était une longue audition qui était pas facile, non seulement, enfin, d'abord parce qu'il passe après Thierry Breton et forcément, la comparaison est dans tous les esprits. Mais il a évacué, il avait préparé évidemment cette question et il l'a évacuée en disant: «Chacun son style, Mmh. ne me jugez pas en me comparant à mon prédécesseur, mais sur mes résultats». Ensuite, c'était aussi difficile cette audition parce que Stéphane Séjourné, il a hérité d'un portefeuille très large de Mmh. vice-président exécutif à la prospérité et à la stratégie industrielle. Il a énormément de dossiers techniques et la preuve de l'étendue de son portefeuille, c'est qu'il y avait 4 commissions parlementaires qui étaient Mmh. compétentes pour cette audition. C'était un record pour cette session d'audition. Et donc, il a eu le droit à des questions quand même assez techniques sur des dossiers aussi variés que le futur fonds de compétitivité, la régulation des produits chimiques, l'union des marchés de capitaux. Donc, voilà, il a pu prouver qu'il avait bien travaillé, qu'il avait vraiment bien bachoté ces dossiers, qui s'en Mmh. étaient emparés. Il n'a pas fait d'erreur technique. Ensuite, c'était, comme tu l'as dit, Lucille, une audition sans coup d'éclat. Il n'était pas forcément très à l'aise dans l'exercice. C'est pas forcément un grand orateur, Mmh. mais il n'apparaît pas spécifiquement en danger après cette séquence. Merci Sophie. Je réponds, aussi brièvement à Jessica qui nous demande, dans le chat, qui nous questionne sur l'éclatement du portefeuille, numérique. Effectivement, c'est un des faits qu'on note, hein, dans la composition de ce nouveau collège, entre 7 commissaires désignés de mémoire, chacun, lié à une DG différente. Qu'est-ce qu'on peut attendre en matière de politique numérique? Cet éclatement, n'est-il pas risqué au vu de l'évolution de la situation géopolitique et des tensions accrues à prévoir avec les États-Unis? Il vous a pas échappé que le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a littéralement percuté cette séquence d'audition. C'est aussi invité
dans ces auditions. Comment faire bloc dans ce contexte sans un Thierry Breton, comme vous le soulignez à juste titre? C'est justement une des questions que se pose en ce moment notre pôle tech média, nos journalistes du pôle tech média, Guénaël Pépin, Léo Lichtwout, Marie Collin, entre autres à Bruxelles, et sur lesquels ils sont en train de travailler pour vous éclairer justement sur ce qu'on retient de ces auditions, ce qu'on peut dire, les zones d'ombre qui continuent d'exister. Donc, je vous renvoie à la lecture de leur briefing dans les prochains jours. Peut-être une dernière question pour toi, justement, en rebond, Sophie, sur Donald Trump, donc qui effectivement, va rentrer à la Maison Blanche en janvier. Il est, president elect, depuis mardi dernier. On voit qu'il commence à nommer, ses hommes forts aux postes clés, comme on pouvait s'y attendre. Cette question du retour de Donald Trump, elle a été présente dans les auditions, mais est-ce que ça s'est vraiment senti, dans les questions? On a l'impression que ça préoccupe les parlementaires qui ont porté ces questions, mais dans les réponses des commissaires désignés, il n'y a pas forcément, aujourd'hui comment dire? De red alert qui s'est allumé dans leurs réponses. C'est un peu, une forme de ressenti global. Oui, enfin, dans les auditions que j'ai suivies, en tout cas, je ne les ai pas suivies toutes, mais dans les auditions que j'ai suivies, la question a forcément été posée. Ça a été le cas pour Maroš Šefčovič, qui a été interrogé la veille des élections américaines, et Maroš Šefčovič qui serait en charge du commerce dans le futur collège. Donc évidemment, la question voilà, du spectre d'une guerre commerciale a été posée à ce commissaire désigné. Ensuite, on a pu entendre la question également à Stéphane Séjourné. Pour l'instant, il n'y a pas eu voilà, ce nouveau collège n'est pas encore en fonction, donc il ne peut pas faire vraiment beaucoup d'annonces. On sent quand même une prudence et la volonté de marquer le coup. Maroš Šefčovič, par exemple, a dit qu'il voulait, de toute façon, quel que soit le résultat des élections américaines, faire une nouvelle offre de coopération avec les États-Unis, mais sans naïveté, et que l'Union européenne n'hésiterait pas à se saisir de ces instruments de défense commerciale pour riposter à une éventuelle avalanche de droits de douane de la part de Donald Trump. On a eu plus ou moins le même langage de la part de Stéphane Séjourné. Et un élément supplémentaire, parce que moi j'ai pu couvrir l'audition du premier commissaire à la défense de l'histoire de l'Union européenne, hein, le Lituanien, Andrius Kubilius, qui est un homme d'expérience, qui a été 2 fois, Premier ministre dans son pays, qui a été parlementaire européen. Effectivement, c'est une audition qui est intervenue vraiment, le lendemain de la confirmation que Trump allait revenir à la Maison Blanche. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une forme de salve de questions sur Donald Trump, qui plus est sur les questions de défense, hein. On se rappelle que, une des promesses de campagne de Donald Trump, c'est de se désengager de l'aide à l'Ukraine et de l'aide militaire à l'Ukraine. Alors Andrius Kubilius, c'est peut-être sa nature, mais il a abordé ça d'une manière assez comment dire? Sereine, si on peut le dire, dans le sens où, immédiatement, dès qu'on lui a posé la question, il a invité les parlementaires à pour le coup, pas regarder ce qui se passait outre-Atlantique, mais à cibler la menace là où elle était. Et la menace, clairement, pour ce nouveau commissaire à la défense européen, si c'est lui qui est confirmé, elle est à l'Est, elle est du côté de Vladimir Poutine. Il a un prisme aussi qui est lié, bien évidemment, à l'histoire de son pays. Mais par contre, il a eu, comment dire? Une forme d'alarmisme, empreinte de sérénité. C'est assez curieux, mais il y avait cette espèce de ressenti un peu curieux de: «C'est très alarmant et en même temps, tout va bien se passer», ou en tout cas, je vais faire en sorte que, les jalons soient posés en mettant très clairement sur la table le fait que si les États-Unis se désengagent du soutien à l'Ukraine dans les mois à venir, il faudra, pour les Européens, trouver le moyen de compenser, ces enveloppes budgétaires, qui potentiellement ne rentreront plus, en Ukraine. Il faudra trouver un moyen pour les Européens, de budgéter, cette espèce de support qu'il va falloir remplacer. Alors lui, il chiffre ça
en une image, en disant: «Si tous les États membres, mettent, 0,25 de leur PIB, et le flèchent dans, la défense, ou l'aide, en partie l'aide à l'Ukraine, en fait, on arrive à l'enveloppe qui aujourd'hui est mise sur la table par les États-Unis». Voilà, mais évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas seulement du ressort du commissaire à la défense, c'est des décisions qui doivent se prendre, pour le coup, clairement au niveau des leaders. Merci beaucoup Sophie, tu restes avec nous pour aller encore plus loin évidemment. Je vous recommande, plusieurs articles de Contexte Pouvoir signés Simon Caro et Sophie Dupuis qui est avec nous ce matin. Donc la nouvelle commission bloquée par les tensions OPE, si vous n'étiez pas là hier, si vous n'avez rien suivi, si vous étiez dans une navette spatiale, lisez ce papier parce que ça vous raconte, par le menu tout ce qui s'est joué hier politiquement, entre le Parlement européen et le Berlaymont, et puis ce qu'il faut retenir de la performance du commissaire français Stéphane Séjourné, un autre, article signé, Contexte Pouvoir et aussi bien sûr, toute notre galerie de comptes rendus d'audition à retrouver sur contexte.com, nos portraits des nouveaux commissaires également, de ceux qu'on connaît un petit peu moins, toujours en ligne. Merci beaucoup Sophie, tu restes avec nous. N'hésite pas bien sûr à intervenir, dans les minutes à venir et Arthur, je me tourne vers toi à présent. Arthur Bamas, donc journaliste Contexte Agro à Bruxelles. Même exercice que pour Sophie. On va, répondre aux questions que vous avez commencé à poser dans le chat. Toi, tu as suivi, évidemment l'audition du commissaire désigné à l'agriculture, le luxembourgeois Christophe Hansen. Qu'est-ce qu'on peut retenir de sa performance, Arthur? Alors, je vais rebondir un petit peu sur les explications très claires de Sophie. Avant tout ce bazar politique, ça avait finalement plutôt bien commencé. Christophe Hansen était un des premiers commissaires désignés à passer son audition, donc c'était le premier lundi des auditions en soirée et en fait, il a adopté, donc c'est un commissaire PPE luxembourgeois. Il a adopté une stratégie qui était assez claire, c'était, de dévier le moins possible de sa feuille de route. Il faut savoir que Christophe Hansen a une, lettre de mission qui est déjà très fléchée, parce qu'il va devoir s'appuyer sur les conclusions du dialogue stratégique pour l'avenir de l'agriculture qui a été organisé par Ursula von der Leyen et qui a regroupé, une trentaine de parties prenantes. Et il a aussi dans sa lettre de mission quelques, précisions sur, ce qu'il faut prévoir pour la PAC post-2027. Donc il s'est pendant très longtemps, au cours de cette audition, il s'est beaucoup contenté de dire ce qu'il y a déjà dans le dialogue stratégique, Mmh. mais il a aussi, étant donné que ce dialogue, en fait, c'est un rapport de 120 pages qui regroupe, qui touche à beaucoup de thèmes, il a aussi pris quelques libertés dans le sens où il a un petit peu précisé comment il entend reprendre ses Mmh. propositions et lesquelles, parce que justement, Ursula von der Leyen ne s'est jamais engagée à les reprendre telles quelles et c'est la charge du commissaire à l'agriculture de prévoir d'ici les 100 jours, les 100 premiers jours de son mandat, une vision pour l'avenir de l'agriculture. Donc là-dessus, on a eu quelques précisions, notamment ce qu'il entend faire pour la PAC post-2027, qui sera négociée, dès l'année prochaine, à partir de 2025. Donc il a beaucoup, insisté sur la nécessité d'avoir des paiements directs plus ciblés pour, mieux, rémunérer par exemple, mieux rémunérer les jeunes agriculteurs. Il y a aussi eu quelques idées sur, le financement de la transition du secteur agricole qui est un Mmh. des gros enjeux qui avait été notamment au cœur des manifestations et qui est un petit peu, au cœur des blocages, sur le Green Deal encore. Et là-dessus, il a, donné quelques explications. Il a notamment évoqué l'idée d'aller piocher dans les fonds restants du, Fonds pour une transition juste. Et Mmh. ça, c'est des précisions qui ont été vraiment, saluées par les eurodéputés que j'ai pu, interroger à la sortie de l'audition. Alors justement, il faut limiter un petit peu, c'est juste une idée. On n'a pas parlé de montant, c'est pas encore très Mmh. précis. Donc, mais voilà, rien que ce niveau-là de précision a été assez salué. Alors après, cette stratégie de rester, très fidèle à sa ligne de route, ça a aussi quelques inconvénients. Il y a 2 moments sur lesquels il a été, particulièrement mis en difficulté, notamment quand on a parlé du budget de la PAC, du cadre Mmh. financier pluriannuel. Il s'est contenté de dire que, ça n'est pas de son ressort, mais que lui se battra au sein du collège pour un budget de la PAC, qui sera, propre et surtout, comment dire? À la hauteur des ambitions de cette nouvelle PAC. Et là-dessus, il a surtout, en fait, invité les parlementaires à dire: «Bah, écoutez, battons-nous ensemble pour ça». Donc c'était une sorte de main tendue qui a aussi, beaucoup plu, notamment dans les groupes politiques de gauche. Et ensuite, l'autre point noir un petit peu de son audition, c'est quand il a évoqué le projet d'accord commercial avec le Mercosur. Mmh. Là-dessus, donc on pourra sans doute, en reparler un petit peu plus.
mais il a expliqué qu'il n'était pas au cœur des négociations en ce moment et que donc il attend de voir, ce que ça donnera, mais qu'en tout cas, il est en faveur d'un accord juste Mmh. qui protège les agriculteurs tout en, protégeant les intérêts des pays du Mercosur et surtout de l'Union européenne. Donc finalement, ces 2 points sur lesquels il a été un petit peu mis en difficulté, ça a eu peu d'importance parce que ce qui a été salué à la sortie de l'audition, c'est surtout, au-delà de ses propositions, du contenu de l'audition, c'est la personne du commissaire qui Mmh. s'est présenté vraiment comme, ce que la formule que je retiens qui revient souvent, par exemple, dans les groupes écologistes, les groupes de gauche, c'est de dire: «C'est le moins pire des conservateurs». Donc c'est un petit peu ce qu'ils en ont retenu dans le sens, c'est un certes un commissaire PPE, mais qui pour eux est acceptable dans le sens où c'est un très bon négociateur et Mmh. qui a toujours, ce réflexe de leur tendre la main. Mais surtout, en fait, ce qui a été intéressant, c'est qu'il s'est présenté comme un commissaire de terrain. Il a dit qu'il a, par exemple, mentionné, les inondations, dans la région de Valence en disant qu'il aimerait en faire le sujet de son premier déplacement pour aller voir les agriculteurs qui ont été affectés par cet événement. Et il a aussi en fait, démontré, beaucoup d'empathie. Il a notamment évoqué, le cas de son frère agriculteur qui est décédé l'année dernière et donc il a Mmh. montré qu'il était vraiment très au fait des préoccupations des agriculteurs et qu'il fera en sorte de les accompagner dans leur transition, tout en assurant vraiment que, ça ne crée pas de fardeau administratif supplémentaire, de contraintes pour un monde qui est déjà beaucoup sous pression et finalement ces critères-là, ça lui a permis d'obtenir un consensus assez large, dans le sens où Mmh. seul le groupe La Gauche et le groupe, de l'Europe des nations souveraines ont voté contre lui. Même les patriotes pour l'Europe, ont préféré s'abstenir parce qu'il y avait une partie de certaines délégations des patriotes qui étaient prêtes à voter pour lui. Mais Mmh. d'autres délégations, notamment la délégation française, ont trouvé que ses déclarations sur le Mercosur étaient une ligne rouge. Alors avant de revenir justement, peut-être un peu plus en profondeur sur le Mercosur, je me permets de te rebasculer une question de Marceau sur, un autre commissaire dont on a commencé à parler, où évidemment toi aussi tu as assisté à son audition. On va expliquer pourquoi. Le commissaire, hongrois Oliver Várhelyi, alors question de Marceau en début de live, il semble que son portefeuille, donc on le rappelle, hein, Oliver Várhelyi, il est aujourd'hui en charge, en théorie de la santé et du bien-être animal, s'il est confirmé dans le nouveau collège. Il semble que son portefeuille, soit actuellement en cours de renégociation avec une possible réduction de ses responsabilités, notamment en matière de préparation de l'UE aux pandémies, de protection des droits sexuels également. Est-ce que vous pourriez, peut-être l'un ou l'autre, peut-être Arthur dans un premier temps, nous éclairer sur le fonctionnement de cette renégociation? Cette renégociation, elle est aussi sur la table dans cette espèce de package, qui ne réussit pas encore à atterrir à l'heure où on parle? Tout à fait. Peut-être que pour expliquer ça, il faut peut-être revenir aussi un petit peu sur le déroulé de son Mmh. audition. Pour Absolument, oui. résumer un petit peu, il était très attendu parce que, c'est un commissaire hongrois proche de Viktor Orban et il était jugé à l'avance très peu compétent sur le portefeuille, qu'on lui a assigné, le portefeuille à la santé et au bien-être animal. Finalement, ce qui résume un petit peu l'audition, c'est, ce que m'a dit un parlementaire d'un groupe de gauche à la sortie de l'audition, c'est dire: «Bon, bah, finalement, il a été très bien préparé, on l'a senti dans Mmh. ses réponses, mais il est hongrois et il est Mmh. proche de Viktor Orban». Et donc là-dessus, c'est un petit peu, pour ça que je pense qu'il y a aussi tous ces blocages-là. En fait, c'est surtout sur les questions de santé qu'il a été jugé plus Mmh. compétent qu'attendu. Il a donné pas mal de précisions, il s'est beaucoup engagé, notamment en faveur de l'achat groupé de vaccins, par exemple. Mais c'est aussi, il a aussi montré qu'il connaissait bien le fonctionnement de ces sujets-là, ce qui lui a permis, en fait, d'éviter certaines questions, les questions les plus sensibles, tout ce qui concernait, l'avortement, par exemple. Il a répondu: Mmh. «Écoutez, c'est une compétence, nationale. Si vous voulez qu'on en discute, modifier les traités, on verra après». Ça lui a Mmh. été beaucoup reproché. Mais en fait, là où il a été jugé le plus mauvais, c'est surtout ce qui touche, le bien-être animal. Là-dessus, il y a eu très peu de précisions, quasiment un retour en arrière par rapport aux promesses enfin les promesses, les conclusions du dialogue stratégique sur lesquelles il a été encore moins précis et finalement, à la sortie de cette audition-là, les coordinateurs se sont réunis et ont décidé de, lui envoyer des questions écrites supplémentaires Mmh. auxquelles il Ce a qui est une répondu, possibilité offerte, effectivement par les traités avant, pourquoi pas, une deuxième audition, tout à fait et donc auxquelles il a répondu assez rapidement. Il y a peu de précisions supplémentaires dans Mmh. ces questions écrites et donc on s'attendait à une décision ce lundi 11 novembre avec, une autre réunion des coordinateurs pour évaluer justement le contenu de ces Mmh. réponses. Ce qu'on avait compris, c'est qu'il y a certains groupes,
réclamait d'avoir une deuxième audition d'Oliver Barelli et finalement son sort a été assez vite, lié à celui des 6 vice-présidents exécutifs et donc il y est toujours, très lié et donc en fait, c'est un petit peu compliqué, je trouve, de se prononcer sur à quoi ressemblera son Mmh. portefeuille, s'il est validé d'ailleurs. Mais donc, pour le moment, de ce que je comprends, en fait, il y a, de plus en plus l'idée de scinder son portefeuille qui fait chemin, mais en fait, en fonction des groupes politiques, on n'a pas les mêmes propositions. Il y en a Mmh. certains qui effectivement lui disent: «Il faut absolument lui retirer la santé parce qu'on ne peut pas avoir un, commissaire, proche de Viktor Orban en charge de ces questions-là». Peut-être, en transmettre certaines compétences à la commissaire désignée belge et d'autres qui décident, finalement de lui dire: «Bon bah, on pourrait en fait, lui laisser seulement le bien-être animal» et là-dessus en fait ça montre bien que c'est quand même un raisonnement, très politique dans cet accord parce que de disons qu'en conclusion de son audition, tout le monde nous a dit, là où il a été le plus mauvais, c'est sur le bien-être animal. Mmh. Donc c'est quand même un Une peu forme de paradoxal de lui paradoxe. laisser ça. Mais en attendant, On voilà, peut il y a aussi souligner. des propositions à l'inverse en disant: «Justement, il a été très mauvais sur le bien-être animal, il faut pas qu'il ait ce portefeuille-là». Mmh. Donc pour l'instant, c'est très compliqué, et en fait, c'est des négociations qui, normalement, dans l'esprit, ne relèvent seulement du travail des coordinateurs qui devraient faire leurs propositions. Et donc on voit bien justement avec, qu'on en est carrément à l'implication d'Ursula von der Leyen elle-même, que, ce deal Mmh. politique-là, donc son portefeuille à lui, dépendra beaucoup de ce deal politique. Et je vous invite à lire également, Contexte, santé, Agnès Faure qui chronique aussi avec Arthur, et Contexte Agro ce feuilleton autour du cas du commissaire, hongrois en charge de la santé et qui va continuer évidemment de le faire dans les prochains jours avec toute cette zone de flou, hein, qui continue d'exister autour de son sort. Peut-être, Arthur, je vais me saisir de ta casquette de journaliste, Planète pour, essayer de répondre à Clara, parce que dans en matière de zone d'ombre aussi, il y a une forme d'inconnu qui se dégage de ces auditions. Même question que pour le numérique, il y a une forme d'éclatement, des commissaires qui vont être en charge du déroulement de l'application du Green Deal avec, au moins 4 commissaires, des portefeuilles important. Alors c'est pareil aussi pour la création de ce fameux, Clean Industrial Deal qui pour le coup, est plus suivi chez Contexte par nos confrères de Contexte, Énergie qui suivent la naissance de ce nouveau paquet, de ce Clean Industrial Deal. Qu'est-ce qu'on peut dire des conséquences que ça peut avoir cet éclatement sur la mise en place du Green Deal, Arthur? Est-ce que c'est une des zones d'ombre aussi de ces auditions? Est-ce qu'on sait comment ces commissaires vont travailler ensemble? Il y a un ressenti que c'est un peu compliqué de le dire encore aujourd'hui à l'issue, malgré toutes ces longues auditions. Oui, c'est une bonne question parce que déjà, justement, le Clean Industrial Deal, on attendait, beaucoup de précisions de la part de Teresa Ribera, mais vu la Mmh, tournure qu'a pris son audition, tout peut-être à qu'elle fait. en a aussi un petit peu profité pour donner peu de précisions sur ça. Donc là-dessus, pour le moment, c'est encore très flou de savoir comment est-ce qu'il sera construit. Mais finalement, en fait, ce que je retiens un petit peu pour le Green Deal, c'est que on a beaucoup parlé des textes qui sont déjà en place ou alors déjà en négociation et on a Mmh, très peu parlé des textes, qui pourraient être annoncés plus tard. Par exemple, pendant l'audition de Jessica Roswell, la commissaire désignée à l'environnement et à la résilience de l'eau, on attendait des précisions sur, l'idée des crédits nature qui a été lancée par Ursula von mmh, der Leyen. Finalement, elle s'en est contentée de répéter que c'était une bonne idée, mais mmh, on a eu, aucune précision là-dessus. Par contre, elle a insisté, étant donné justement que c'est la commissaire suédoise et que son gouvernement a été, beaucoup à la manœuvre pour essayer de critiquer certains textes, celui sur le règlement sur la déforestation et celui sur la restauration de la nature. Elle s'est engagée, en faveur de ces textes et donc voilà, elle s'est un petit peu contentée de ça. Après ce qui est intéressant, c'est que si, donc là, c'est un petit peu pour tout le Green Deal en général, c'est encore très flou et on reste, concentré sur les textes, déjà en négociation. Si je réduis un petit peu juste au périmètre de l'agriculture, on a quand même des choses assez intéressantes. C'est de voir qu'on est dans un équilibre qui va être très différent du mandat précédent, où on avait un mmh, commissaire à l'agriculture qui était le commissaire ECR polonais, qui était, très faible politiquement au sein de ce collège. Là, ça semble annoncer quelque chose de très différent avec Christophe Hansen qui est PPE et qui a démontré pendant son audition qu'il avait vraiment la volonté de travailler. On peut s'attendre à un équilibre où, il prendra plus l'ascendant que, son prédécesseur
et voilà, que ce soit sur les autres commissaires avec lesquels il y a des dossiers en commun, par exemple, le commissaire au bien-être animal ou alors Jessica Roswald justement sur Mmh. l'environnement, la résilience de l'eau. Merci beaucoup Arthur. On va peut-être prendre une toute dernière question parce que, il est déjà, 12 moins le quart. Question sur les nouvelles techniques génomiques pardon, de Hayat, les fameuses, NGT. Est-ce qu'elles ont été, mentionnées, ces nouvelles techniques génomiques, lors des auditions? Si oui, auprès de quel commissaire? Peut-être santé ou agriculture? Et qu'est-ce qu'on en retient? Quelles ont été les conclusions? En 2 mots, Arthur, est-ce qu'on a parlé NGT? Alors, il me semble que pendant les auditions, on n'a pas mentionné Mmh. explicitement leur nom, mais qu'on a beaucoup parlé d'innovation pour soutenir l'agriculture et l'accompagner dans sa transition. Christophe Hansen a beaucoup mis ça en avant comme étant, un des peut-être le levier principal pour, accélérer la transition de l'agriculture, qu'il fallait jouer sur l'innovation. Donc ça peut recouper, les nouvelles techniques génomiques, mais aussi, tout ce qui concerne le biocontrôle, par exemple. Et donc, ça a été peu, évoqué. Il y a eu aucune annonce là-dessus. Le dossier est Mmh. toujours bloqué du côté du conseil, et il ne sera pas débloqué sous présidence hongroise, a priori pas sous présidence polonaise non plus. Donc il faudra a priori attendre, le Danemark, à partir de la 2e moitié de l'année prochaine. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, justement, vu la complexité de la validation d'Oliver Varelli, aussi bien pour les raisons Mmh. politiques que pour, sa prestation pendant l'audition, on a bien vu qu'il y avait, à mettre en parallèle, en fait, avec l'audition réussie de Christophe Hansen, il y a quelques groupes qui ont l'intention, qui disent: «Ce serait une bonne idée de prendre plusieurs compétences d'Oliver Varelli qui touchent l'agriculture et de les transmettre au portefeuille de Mmh. Christophe Hansen». Notamment tout ce qui touche en fait à food safety, donc ça concerne, les nouvelles techniques génomiques, les OGM, ça peut concerner les pesticides, et donc en fait, donc ça, c'est dans la balance, c'est quelque chose Mmh. qui est évoqué. Alors après, savoir si c'est vraiment acté aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué. Mmh. En revanche, c'est quelque chose qui permettrait d'avoir, a priori au sein du collège, un meilleur poids politique en faveur des NGT. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que ça implique aussi des mouvements des unités et des directions générales de la Mmh. Commission européenne et là, on rentre vraiment dans quelque chose de technique et ce qui prouve bien que ce deal politique pourrait avoir des grosses conséquences, sur, les politiques techniques à mettre en place. Merci beaucoup Arthur pour ces réponses très claires et pour aller encore plus loin, je vous recommande 2 articles, de Contexte Agro signés Arthur Barmas et Lou Roméo. Donc dans les pas du dialogue stratégique, Christophe Hansen signe une audition réussie et le portrait de Christophe Hansen par ceux qui l'ont côtoyé de l'arène parlementaire à la table de la commission. Il est déjà 11h48, c'est l'heure de se quitter. C'est la fin de ce live spécial consacré aux auditions des nouveaux commissaires européens. Merci encore pour votre fidélité. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Surtout, vous allez recevoir un lien vers un questionnaire de satisfaction dans 1 minute. N'hésitez pas à le remplir. Merci Arthur, merci Sophie, merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.